Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal que l'on entame avec les titres de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères a reçu aujourd'hui à l'aéroport international son homologue tunisien qui est en visite de travail en Algérie pour renforcer les liens de fraternité, de coopération et de coordination entre les deux pays. Le Front Polisario a exprimé son rejet total et catégorique de toute proposition ou initiative qui ne garantit pas pleinement le droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Il refuse également toute initiative qui ne respecte pas l'intégrité territoriale du Sahara occidental. « 49e anniversaire de l'unité nationale sahraoui. La communauté sahraoui en France célèbre une victoire symbolique portée par un contexte géopolitique en mutation. Correspondance dans quelques instants. Le Maroc à nouveau sous le feu des projecteurs pour des affaires de corruption de grande ampleur. Des scandales continuent de toucher les hautes sphères du pouvoir. Une corruption économique et financière qui représente un véritable fléau, aggravant une situation sociale déjà critique. Un immeuble s'est effondré hier soir à Béchar. Aucune victime n'est à déplorer. Des mesures ont été immédiatement prises pour sécuriser le site et protéger les habitants. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident. Journée d'information sur la plongée sous-marine à Alger pour mettre l'accent sur la sécurité en milieu aquatique. Les participants ont pu échanger sur leur expérience. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu cet après-midi à l'aéroport international Ouali Boumediene son homologue tunisien Mohamed Ali Nafti en visite de travail en Algérie. Une visite qui vise à renforcer les liens de fraternité, de coopération et de coordination entre l'Algérie et la Tunisie, conformément aux directives des dirigeants des deux pays frères, le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son frère le président de la République tunisienne, Kais Saïed. Le Front Polisario a exprimé son rejet total et catégorique de toute proposition ou initiative qui ne garantit pas pleinement le droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Il refuse également toute initiative qui ne respecte pas l'intégrité territoriale du Sahara occidental. Une déclaration qui fait suite à la suggestion présentée mercredi dernier lors d'une séance à huis clos au Conseil de sécurité. Emel Bouarba. La décision du Front Polisario est sans appel. Il vient d'exprimer son rejet total et catégorique de toute proposition ou initiative ne garantissant pas pleinement le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance et ne respectant pas l'intégrité des territoires sahraouis. Lors de sa réunion tenue jeudi, le bureau permanent du secrétariat national du Front Polisario a rejeté en bloc l'initiative présentée lors d'une séance à huis clos au Conseil de sécurité des Nations Unies par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. La partie sahraoui a fait part à Staffan de Mistura lors d'une rencontre tenue le 3 octobre dernier de son rejet ferme et catégorique de toute discussion sur une proposition ou initiative ne relevant pas du cadre juridique du conflit sahraoui et ne cadrant pas avec le mandat de la MINURSO. Le Front Polisario a rappelé qu'après son invasion militaire au Sahara occidental le 31 octobre 1975, l'occupation marocaine a partagé le territoire du Sahara occidental avec la Mauritanie en 1976. Violant ainsi de manière flagrante les principes du droit international, le statut international et l'intégrité territoriale des territoires sahraouis en tant que territoire à décoloniser. Dans ce sillage, le Front Polisario défend avec force le statut international du Sahara occidental, soutenu par un arsenal juridique au niveau de l'ONU, de l'Union africaine et d'autres organisations internationales. La décision la plus récente étant le verdict rendu début octobre par la Cour de justice de l'Union européenne, annulant définitivement les accords commerciaux signés entre l'UE et le Maroc et mettant fin
au pillage des richesses sahraouies. Confortant ces décisions, l'Observatoire international Western Sahara Resource Watch a salué vendredi l'inclusion dans le dernier rapport du chef de l'ONU d'une référence au pillage des ressources naturelles des territoires sahraouis par le Maroc. L'Observatoire s'est félicité en outre d'autres références intéressantes dans le dernier rapport d'Antonio Guterres, citant à ce titre les spoliations de terres et de biens dans le territoire situé à l'ouest du mur de sable, alertant sur le fait que le Maroc avait confisqué des terres et des biens appartenant à des civils sahraouis et démoli des maisons. L'ONG a également accueilli avec satisfaction la référence dans ce rapport au groupe de prisonniers politiques sahraouis de Gdiyemizik arrêtés en 2010 et détenus dans les geôles marocaines. Rappelant que le groupe de travail sur la détention arbitraire a affirmé que l'emprisonnement de 18 membres du dit groupe constituait de ce fait une détention arbitraire. 49e anniversaire de l'unité nationale sahraoui. La communauté sahraoui en France célèbre une victoire symbolique portée par un contexte géopolitique en mutation. Alors que la Cour de justice européenne vient d'annuler des accords concernant le Sahara occidental, les festivités de cette journée rappellent à la fois l'importance de la lutte pour l'indépendance et la préservation d'une riche culture. Correspondance signée Afab El-Houchet. C'est un anniversaire au goût de victoire qui est celui célébré par la communauté sahraoui en France, à savoir le 49e anniversaire de l'unité nationale proclamé le 12 octobre 1975. Des festivités qui interviennent dans un contexte marqué par la décision de la Cour de justice européenne d'annuler les accords d'association entre le Maroc et l'Union européenne, étendus également au Sahara occidental, et ce, malgré le climat qui règne en France. La seule chose qui a compté pour nous, c'est la décision de la Cour de justice. Et c'est vrai que la décision de la Cour de justice a complètement emporté cette décision business de Macron, qui a voulu défendre les intérêts des entreprises françaises au Maroc, qui s'est laissé pressionner par cet aspect des choses, quoi, le business, le TGV, les rafales, etc. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que la Cour de justice a manifesté son indépendance. Les juges européens sont indépendants, ont résisté à toutes ces pressions auxquelles Macron n'a pas résisté. Et si vous voulez, tout le reste nous a semblé de petites politiques. Un rappel au droit porté jusqu'au dans les rangs de l'Assemblée nationale française lors de l'audition du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Je cite: le Front Polisario est un interlocuteur privilégié dans le cadre du processus mené sous l'égide des Nations Unies au but de détermination du futur statut du Sahara occidental, auquel votre ministère a répondu qu'il n'entendait pas faire appliquer le droit international et continuera à soutenir le Maroc dans sa politique de colonisation du Sahara occidental. De son côté, et tout en rappelant le soutien dont bénéficie la cause sahraoui par l'Union africaine et les pays épris de justice, à leur tête l'Algérie, le représentant du Front Polisario en France a en outre assuré la détermination de son peuple à poursuivre le combat jusqu'au recouvrement de la liberté et de l'indépendance. La mission de l'envoyé spécial, c'est la mise en application du plan de paix des Nations Unies, qui est donc le compromis trouvé par les deux parties après plusieurs années de négociations sur le gîte des Nations Unies. Et d'ailleurs, c'est le seul compromis jusqu'à aujourd'hui. Donc la mission des Nations Unies au Sahara occidental s'appelle Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum. Donc sa mission, elle est justement bien précisée, à savoir l'organisation de ce référendum. Ceci dit, le peuple sahraoui a pris le jour, elle était obligée de prendre les armes dans le cadre de légitime défense pour faire face à une agression et ne déposera jamais ses armes tant que la République sahraoui n'est pas indépendante et dans l'intégrité du territoire de la République arabe sahraoui démocratique. Une flamme que les générations futures auront apportée, d'où l'importance de les associer à ces festivités. C'est important pour nous de faire valoir la culture sahraoui lors des événements, notamment comme aujourd'hui pour la commémoration de l'Union nationale sahraoui, puisque ça nous permet, en fait c'est un mode de lutte comme un autre, en passant par la culture. Dans un premier temps, pour faire connaître aux enfants et aux futures générations la culture sahraoui, qu'est-ce qu'un Sahraoui, qu'est-ce que le Sahara occidental. Et c'est justement la culture sahraoui dans sa diversité et la magie de ses traditions qui ont orné les lieux et transporté les convives le temps d'une cérémonie dans le décor d'un Sahara libre de chanter ses espoirs, son présent et son avenir.
Le Maroc qui se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs pour des affaires de corruption de grande ampleur. Des scandales continuent de toucher les hautes sphères du pouvoir avec des officiels marocains accusés d'être impliqués dans des trafics de drogue. Les chiffres sont bouleversés et inquiétants, une situation préoccupante alors que la corruption semble désormais enracinée dans le système. Raouf Hamouch. De jour en jour, le Marzane se confirme parmi les pays les plus affectés par la corruption. Un fléau qui gangrène l'ensemble de ses institutions. En témoigne ce nouveau record enregistré en la matière, qui lui vaut désormais la 97e place à l'échelle mondiale, selon le rapport de Transparency International, dans l'indice de perception de la corruption en seulement 5 ans. La publication de ce classement intervient dans un contexte marqué par plusieurs scandales de corruption qui secouent le gouvernement marocain, notamment celui de l'arrestation d'officiels marocains, après que ces derniers aient été impliqués dans un vaste trafic de drogue en Afrique. L'Otrago, l'Observatoire du travail gouvernemental, qualifie ce fléau de véritable ogre affamé, coûtant annuellement plus de 50 milliards de dirhams. Une somme faramineuse certes, mais qui en réalité reste loin de la réalité et ne constituant en fin de compte que la partie émergée de l'iceberg. Car aujourd'hui, dans les plus hautes sphères du Marzane, la corruption est devenue monnaie courante, faisant partie des pratiques politiques de l'État marocain. Alors que d'autres pays axent leurs économies sur des secteurs stratégiques, le Maroc, considéré par beaucoup d'observateurs internationaux comme un narco-État qui fait du trafic de cannabis et de drogue principale ressource de son économie, se vantant même d'augmenter les surfaces cultivées en les multipliant par 9. Selon des études européennes menées sur l'économie des drogues et les réseaux de corruption au Maroc, les revenus générés par ce trafic devraient osciller entre 4,2 milliards et 6,3 milliards de dollars d'ici 2028. Alors qu'une étape menée par l'Initiative mondiale de lutte contre la criminalité organisée a estimé que la production annuelle de cannabis dépasse les 700 tonnes, ce qui représente des recettes de 23 milliards de dollars. Une corruption économique et financière au Maroc qui représente un véritable fléau, aggravant une situation sociale déjà critique. Le projet de site de pèlerinage royal à Casablanca soulève de vives inquiétudes parmi les résidents. Nombre d'entre eux vivent dans des conditions précaires, impactant l'éducation des enfants parfois. Alors que les travaux se poursuivent, le mécontentement grandit. Des enjeux qui révèlent ici l'échec des politiques du régime du Marzane, qui semble davantage axé sur le profit personnel que sur le bien-être collectif. Khalida Hadjilali et Majda Djahmoun. هدموا لنا كل شيء ما بقى عندنا والو دابا ساعات القايد تيجي عندنا تيقول لنا من هنا للوحده ما نلقاكمش من هنا للوحده ما يلقى دابا 12 ونص نص ساعه ما يلقاناش واش حنا شنو حشرات ما يلقاناش فين غنمشيو حتى ريبتي ليا دارنا ريبتي ليا كل شيء فين غنمشي يا خويا انا. Pris dans une impasse sociale, les habitants des vieux quartiers de Casablanca vivent sous la menace constante des démolitions et expulsions arbitraires liées au projet de réalisation d'un lieu de pèlerinage royal. الأحياء الشعبية كاملين دور الصافيح دوار الواسطي ماشي دوار الواسطي حي حمان في الطواكي دوار حسيبو الريكي سيدي عبد الله بالحاج أننا غننظموا إن شاء الله الرحمن الرحيم نهار الجمعة مع الفجر هجرة إنسانية أي بلاصة ماشي اسباليون كونغو طوغو أي بلاد غنمشيو لنخويوها هاد البلاد هاد وما نبقاوش في هاد البلاد هاد بلاد الحكرة. Face au gravat de leurs maisons démolies, les victimes de ce projet endurent des conditions de vie précaires et déplorables, voyant leur foyer s'écrouler sous leurs yeux. مشروع المحج الملكي راه فيه اعلان تفير عشوائي. نتوما دابا مباشرة من امام المنزل ديالنا اللي تم الهدم ديالو بطريقة عشوائية بدون اي مسارة. المهم حنا غنسلكوا داكشي القانوني ديالنا اللي كنقدروا عليه. صورنا الدار كتهدم وصافي. وهذا الشيء كيؤسف له والسلطة غايبة وكيتعاملوا مع الناس كأنهم لا شيء. حنا دابا ما حيلتنا اننا وجهنا امرنا الله جمع حوايجك خرج على برا
جمع حوايجك وما تعطلش، وإلا تعطلتي غتريب عليك الدار. انا بيتها هنا في الزنقه وهما الدار قال لك غادي يريبوها، انا كنتظر الفرج من عند الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. بغاو يقتلونا حنايا، حنا بقينا فاهمين والو، كنا كنشوفوها في التلفاز الترياب وعباد الله كتاكل في العصا وعباد الله كيشتفوا عليهم. تخيل معايا انت مريحتك اش بالك امك تاكل في التصرفاء، امك تيدفعوا فيها. حشومه اختي هذا الشيء حشومه، شنو بغاو عباد الله يمشيو يشفروا هذا الحانوت، راه هز عائلات هذا الحانوت، راه حرام عليهم هذا الشيء. يمشيو يهضروا على هذا الشيء اللي غالي، يهضروا على الاسعار، يهضروا على هذا الشيء، ماشي يجيو للحوانت وبالليل. عيب، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كاملين. Nombreux sont ceux qui, après avoir été expulsés, passent leur nuit à l'extérieur, à même le sol, alors que la rentrée scolaire a débuté, privant ainsi leurs enfants de tout droit de scolarité. انا يلا طالع السنكير، انا علاش حبسوني من القرايه؟ علاش؟ علاش اش درب؟ اش من درب وين؟ اش من درب؟ ريبوت دواركم علاش؟ في المدرسه كيقولوا سير فوق مشكل مع المدرسه مع دواركم. كيحبسونا من الباب العامه، من الباب. المدرسه دابا خاويه، واحد ما كيقرا. الناس اللي كتقرا هنا الوليدات راه خصهم يبرمجوا لهم فين يقراو. الناس اللي غادي يتحولوا في واحد بن خلف اولا النسيم يبرمجوهم مع الاكاديمي فين يمشيو الوليدات ديالهم يتحولوا لتما. Alors que les bulldozers poursuivent la destruction des maisons des citoyens marocains, la colère populaire s'intensifie, nourrie par l'absence de solutions concrètes pour les familles démunies, déjà accablées par la pauvreté et la hausse vertigineuse du coût de vie que le Makhzen préfère toujours ignorer. احنا راه ماشي اجانب، احنا راه ماشي مستعمرين ومعمرين، احنا راه ولاد الشعب، احنا مغاربه، احنا مواطنين. احنا كنا من طنجه الى الكوار، احنا كنا مغاربه، ولكن خصنا يعطونا قانون ديالنا، عطونا الحق ديالنا. احنا كنطالبوا بالحق ديالنا، ما كنطالبوش حاجه اكثر من الحق ديالنا، احنا باغينا نعيشوا. الا كان بحال هكا اللهم يحفوا لنا قبور ويدفنونا، يقتلونا. Un immeuble de 4 étages s'est effondré dans la soirée d'hier à Béchar, dans la zone urbaine de l'Ahmar. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer parmi les habitants. Face à l'urgence, des mesures ont été immédiatement prises pour sécuriser le site et protéger les habitants. Le ministre de l'Habitat a tenu sur place une réunion d'urgence promettant le relogement des sinistrés. Une enquête est en cours. Sophia Bessedet. Une commission ministérielle a atterri samedi matin à Béchar suite à l'effondrement d'un immeuble de 4 étages composé de 16 appartements au quartier 770 logements à la nouvelle zone urbaine de l'Ahmar à Béchar. Monsieur le ministre est suivi de très près depuis hier l'évolution du dossier. Donc tard dans la nuit d'hier, il nous a demandé de venir ici sur les lieux en compagnie des experts du CTC pour aller en profondeur par rapport à cette expertise et quelles sont les causes qui ont conduit à cet effondrement. Les habitants ont été évacués à temps, évitant ainsi un drame certain. Nous demandons aux autorités concernées d'ouvrir une enquête pour définir les raisons de cet effondrement et pour éviter d'autres catastrophes. Dieu merci, les autorités sont en train de nous reloger progressivement. Nous avons été contraints de tout laisser derrière nous. Aucune perte humaine n'a été enregistrée. Les experts sont sur place pour dévoiler les raisons de cet incident. Donc il y a une équipe qui travaille donc, sur le bâtiment effondré pour essayer de trouver donc, des indices concernant les raisons de l'effondrement. Et nous avons 2 autres équipes qui travaillent sur les bâtiments adjacents, notamment le bâtiment qui était à côté du bâtiment limitrophe. Pour l'instant, les premiers résultats sont, je vais dire, rassurants. Donc il n'y a pas des indices alarmants pour tous les bâtiments qui constituent donc, le projet 700 logements. Mais quand même, nous continuons donc à approfondir nos diagnostics et à l'issue duquel on établira un rapport final qui sera transmis à Monsieur le ministre. En attendant les résultats de cette enquête, les sinistrés demandent à être rétablis dans leurs droits et que les responsabilités de tout un chacun soient déterminées.
Direction Chlef, où l'on découvre une histoire qui mijote depuis 1967. L'usine téloise, spécialiste de la transformation des fruits et légumes, s'est imposée comme un pilier de l'agro-industrie algérienne. Entre les tomates concentrées, les confitures maison et les jus de toutes les saveurs, elle produit pas moins de 25 000 tonnes de délices par an. De quoi satisfaire les gourmands du pays et même relancer les exportations. Un reportage signé Majda Djahmoui. Avec une surface agricole totale de plus de 262 000 hectares, Chlef a une vocation agricole certaine, permettant ainsi l'émergence de plusieurs activités agricoles, mais aussi agroalimentaires, à l'image de cette unité de transformation qui s'est affirmée depuis 1967 comme un acteur clé dans la transformation de fruits et légumes en Algérie. En témoigne sa production annuelle de 25 000 tonnes de tous les produits finis, dont 17 000 tonnes de tomates transformées, soit plus de 68% de la production de l'unité. La plus grosse part du plan de transformation de l'unité se focalise sur la tomate de saison. Donc, on peut dire que 65% jusqu'à 70% du plan de charge de l'entreprise est focalisé sur la transformation de tomates. Cette unité intégrée emploie plus de 300 employés qui veillent sur les étapes de la transformation de ces fruits et légumes, de la réception à la cuisson jusqu'au remplissage de boîtes métalliques. Nous commençons par la réception de la tomate fraîche qui nous provient de Rolizan Ain de Flaïchlef. S'ensuit le tri, puis le broyage. Évidemment, un échantillon est envoyé au laboratoire pour effectuer des tests afin de le valider et donc poursuivre les étapes. Après, c'est au tour du tamisage, la cuisson et la pasteurisation. Enfin, le produit est rempli dans des boîtes métalliques. L'unité produit le concentré de tomates, le triple concentré de tomates, mais pas que. Notre unité produit également les confitures d'abricots, de fraises, de figues et de pommes, en plus de l'harissa et les jus. Rien que pour la tomate fraîche, on transforme plus de 80 000 tonnes de matières premières. Pour les confitures, ce sont plus de 15 000 tonnes. Et pour exploiter le surplus, l'unité a déjà effectué 2 opérations d'exportation vers des pays africains et compte bien reprendre cette activité afin d'élargir davantage ses horizons agro-industriels. Actuellement, nous arrivons à satisfaire le marché national, tout produit confondu, dont principalement, surtout la tomate fraîche. Donc nous espérons dans l'optique de cette politique d'exportation de pouvoir aspirer à des facilités afin de procéder à l'exportation des excédents de produits, que ce soit au niveau africain ou autre. Depuis plus de 50 ans, l'unité continue d'innover pour répondre aux besoins du marché national. Avec son savoir-faire avéré, elle reste un pilier dans le secteur de l'agroalimentaire. Les cultures stratégiques occupent une place centrale dans les priorités de l'État, bénéficiant d'une attention particulière. Cette politique est largement soutenue par les agriculteurs, comme en témoigne le développement du tournesol destiné à la production d'huile de table. De même, le pistachier est cultivé et développé à Bouira, où l'on s'efforce de maîtriser l'ensemble de la filière. Des initiatives pour renforcer l'autonomie alimentaire et valoriser les ressources locales, tout en répondant aux besoins croissants du marché national. Rav Hamouch. Les changements climatiques et la faible pluviométrie, des facteurs qui ont encouragé beaucoup d'agriculteurs à s'intéresser aux cultures sèches, qui apprécient les sols secs. Un défi relevé haut la main par Hassan qui s'est lancé dans la plantation de plusieurs hectares de pistachiers. La culture du pistache peut rapporter gros si nous y mettons du cœur. Sérieusement, dans 10 ans, nous pourrons arriver à exporter les pistaches. Grâce aux mesures prises par les pouvoirs publics, Bouira est devenu un pôle attractif pour les investisseurs dans le secteur de l'agriculture. Les terres allouées et exploitées pour la production de cultures stratégiques donnent d'excellents résultats. Dieu merci, aujourd'hui, grâce à l'aide de l'État en matière d'engrais, nous avons 12 hectares dédiés à la culture de la nectarine et de la pêche. Des perspectives prometteuses dans la culture du tournesol dans la wilaya. Avec cette première expérience dans cette exploitation, un véritable succès.
Comme vous le voyez, c'est une première expérience très réussie. Nous avons consacré 3 hectares à cette culture stratégique du tournesol. Je conseille vivement à mes collègues agriculteurs de se consacrer à cette filière. La culture du tournesol est destinée à la production de l'huile de table qui, comme vous le savez, est très riche en oméga 3. La production des légumineuses à Bouira fait partie des mesures visant à garantir l'autosuffisance alimentaire aux habitants de la région à travers les cultures stratégiques. L'orientation vers la diversification des cultures et le soutien aux filières céréalières à Bouira vise à atteindre l'autosuffisance du pays. Intéressons-nous au Congrès international des sciences alimentaires à Constantine qui a rassemblé des experts du monde entier pour discuter des défis contemporains. Parmi les thèmes abordés, la nutrition déséquilibrée a suscité de vives préoccupations. Les intervenants ont souligné l'importance d'une réflexion collective pour renforcer les politiques alimentaires. Un congrès qui a été un point de départ pour des initiatives qui amélioreront, entre autres, la sécurité alimentaire dans le pays. Couverture Smaïl Belradia. Le Congrès international des sciences alimentaires s'est tenu à l'université de Constantine, à l'INATA, en présence de nombreuses personnalités scientifiques venues pour débattre de la sécurité alimentaire, des innovations et des challenges dans un secteur en perpétuel changement. Ce séminaire international a pour objectif surtout d'être dans l'optique de la sécurité alimentaire de notre pays. Tous les thèmes visent à encourager les formations de start-up. On a des partages des expériences, soit au niveau national, soit au niveau international. Il traitera essentiellement des différentes filières alimentaires, des filières alimentaires stratégiques de l'Algérie, comme la filière des céréales, la filière du lait et des produits laitiers, la filière des légumineuses. Des chercheurs venus de l'étranger ont exposé leurs dernières recherches pour renforcer leur partenariat entre universités. Je suis un expert au niveau de la perception de goût de gras. Vous savez, l'obésité augmente dans le monde entier, y compris en Algérie. Et nous allons sensibiliser la population et surtout les chercheurs qui travaillent dans le domaine de la nutrition que notre mode alimentaire a changé. Et comment adapter avec cette fléau mondial qui est fast food, qui contient beaucoup de gras. On a eu des échanges des chercheurs et des étudiants entre l'Italie, Sicile et l'INATA pour la formation sur les méthodes d'analyse des laboratoires, sur la valorisation, la mise en valeur de ces produits traditionnels. Il y a des projets qui peuvent être montés, il y a des financements et la possibilité de travailler ensemble. Depuis plusieurs années, par exemple, l'université de Catane, d'où je viens, en Italie, en Sud-Italie, a des échanges avec l'université de Constantine. Nous avons un échange d'étudiants, des thésards, des doctorants qui viennent dans les deux côtés de la Méditerranée pour partager leur expérience. L'objectif étant également l'accompagnement de la labellisation de certains produits du terroir algérien. L'Algérie, elle compte plus qu'une douzaine de fromages traditionnels, mais Hada, c'est le seul fromage algérien qui a été labellisé, dont la dénomination de produit, le nom géographique, appellation géographique. C'est un produit qui est fabriqué dans la peau de chèvre, c'est un produit fabriqué avec du lait cru, et donc c'est un produit qui est réellement, par rapport à ses caractéristiques sensorielles, il est lié aux traditions de la région des Chaouia, à la région est du pays. Une rencontre scientifique que Constantine souhaite fidéliser dans le temps. À l'université d'Oran, ça décolle avec un simulateur de vol à la pointe. L'établissement propulse ses étudiants en aéronautique dans le grand bain ou plutôt dans les airs. Un équipement high-tech qui transforme les cours théoriques en aventures immersives où les futurs pilotes s'exercent à gérer toutes sortes de situations comme s'ils y étaient vraiment. Du décollage à l'atterrissage, ils apprennent à maîtriser les instruments de bord. Une formation qui les prépare à voler haut, très haut. Reportage Yasmine Amri.
Ici, dans ce laboratoire aéronautique, la théorie prime sur la pratique, un espace où les étudiants apprennent les principes de la construction aéronautique avant de mettre en pratique leurs connaissances. Pour ces futurs ingénieurs, leur connaissance prendra une nouvelle dimension grâce à cette avancée technologique inédite qui a fait son entrée dans le domaine aéronautique. Un simulateur de vol, le tout premier dans cette filière, révolutionne la formation des pilotes et la construction des aéronefs. Cette innovation marque une étape décisive dans le domaine. L'objectif de ce simulateur de vol, il sert comme un support pédagogique pour renforcer certains cours, par exemple comme l'aérodynamique et la mécanique du vol. Donc nos étudiants, c'est une petite synthèse de ce qu'ils ont appris auparavant, comme un bagage théorique en aérodynamique et en mécanique du vol. L'acquisition de ce nouvel outil qui est le simulateur de vol renforce nos connaissances de base qu'on a sur la mécanique du vol et nous permet justement de toucher et de voir ce qu'un pilote peut faire. Et c'est une expérience immersive pour nous de voir comment un avion vole, un avion léger qui est le Cessna 172. Et c'est bénéfique pour nous et on espère pouvoir mener ce projet à bien. Installés dans un cockpit virtuel, les étudiants vivent une nouvelle expérience grâce à ce simulateur qui leur permet de passer de la théorie à la pratique sans quitter le sol, par le biais d'une technologie combinant réalité virtuelle et intelligence artificielle. Ils peuvent désormais découvrir toutes les sensations qu'ils auront à vivre durant l'ensemble des phases du vol, depuis le décollage jusqu'à l'atterrissage. Mieux encore, ils auront la possibilité de perfectionner leurs compétences. Le simulateur de vol, c'est une bonne étape pour nous, pour améliorer les formations et les études théoriques. Par exemple, l'aérodynamique, l'infrastructure, la circulation aérienne, les opérations aériennes. Par rapport à la cabine classique, le simulateur réalise une bonne réalisation dans le cas réel. Cette technologie nous permet d'avoir beaucoup de nouvelles compétences, soit dans le domaine d'aéronautique en général et navigation en particulier. Nous avons à peu près 175 étudiants en première année, donc ils ont été un petit peu atterris par la présence de simulateurs de vol. Donc c'est comme je l'ai mentionné auparavant, c'est un support pédagogique qui va nous aider à familiariser et apprendre à nos étudiants comment piloter un avion qui relève de l'aviation légère. Cette avancée technologique constitue une véritable révolution dans la formation des ingénieurs aéronautiques, prêts à prendre leur envol et à contribuer au nouvel essor économique du pays. Et on reste à Oran pour vous parler d'Octobre Rose, ce mois dédié à la prévention qui est l'occasion idéale pour rappeler l'importance d'un diagnostic précoce. Les établissements sanitaires de la ville unissent leurs efforts pour sensibiliser le public. De nombreuses initiatives sont mises en place pour encourager les femmes à se faire dépister. Des consultations et mammographies gratuites sont proposées. Yasmine Amri toujours. Comme c'est le cas à travers tous les établissements sanitaires du pays, le corps médical, paramédical et les bénévoles à Oran conjuguent leurs efforts dans le but de sensibiliser le public au cancer du sein, le plus fréquent chez les femmes. Au niveau de cette polyclinique, on prend de la prévention, car détecter tôt, c'est donner une chance supplémentaire de vaincre. Même نتوما نسا زعما راكم صغار كلشي توصلوا هذه الثقافه باسكو كلشي ثقافه نتعلموها ملي نكونوا صغار حتى لين نكبروا. جيت هنايا لهذا القطاع. Je suis venue pour en savoir plus sur ce mois rose dédié aux femmes afin de recevoir des conseils et des informations sur la prévention de cette maladie. جيت عند الاطباء باش ينصحوني. En Algérie actuellement le cancer du sein est de plus en plus jeune. Il y a même des patientes à 17 ans. Donc c'est pour ça que le dépistage touche pratiquement tout le panel d'âge des femmes algériennes. À longueur d'année, on demande aux femmes, pour celles qui ne se sont jamais fait dépister, d'aller se faire dépister et de ne pas attendre Octobre Rose. Des consultations et des mammographies sont proposées gratuitement à toutes les femmes, une initiative qui attire de nombreuses patientes venues profiter de ces services, mais aussi de l'accompagnement psychologique et des différents ateliers d'information. Il y a un engagement fort, mais ça reste toujours peu. Bon, il y a des femmes qui sont vraiment instruites, c'est-à-dire qu'ils font le suivi adéquat. Malgré elle est jeune, mais elle cherche, donc elle réfléchit de cette façon.
où elle cherche l'intérêt de sa santé et l'intérêt de sa famille, bien sûr. Je suis venue pour une consultation, comme c'est Octobre Rose, c'est spécial le mois du cancer du sein. Vaut mieux prévenir que guérir. Déjà, j'ai des antécédents dans la famille. J'ai dépassé la phase critique et je demande aux femmes de faire un dépistage précoce et de faire preuve de détermination. L'événement Octobre Rose met en lumière l'importance de briser les tabous et de rappeler que le dépistage précoce peut sauver des vies. Le dépistage permet de traiter la maladie à un stade peu avancé avec des chances de guérison qui atteignent 90% en Algérie. Du sport à présent avec du football. Pour le compte de la 5e journée du championnat national de Ligue 1, le club sportif constantinois s'est imposé à domicile face au Paradou Athletic Club par 2-1. Grâce à cette victoire, le CSC remonte à la 3e place du classement général. Pour ce qui est du MC Al Bayad, il confirme sa victoire en déplacement contre le CR Belouizdad en étriant le NC Magra sur le score sans appel de 4-0. Intéressons-nous à une journée d'information sur la plongée sous-marine. Il s'agissait de mettre l'accent sur la sécurité en milieu aquatique. Les participants ont pu échanger sur leurs expériences en abordant des thèmes essentiels comme par exemple l'équipement de sécurité ou encore les protocoles d'urgence. Couverture Walid Yousfi. Pour la plupart, ce sont des moniteurs de plongée, des experts mais aussi de simples amateurs qui se sont réunis à l'occasion de cette conférence dédiée à la plongée sous-marine avec pour thème la sécurité. Pour sa première édition, cet événement accueille un expert international reconnu dans ce domaine, venu partager son expérience. Particulièrement en Algérie, il y a très peu d'accidents, il faut que ça reste peu accidentogène. Dans l'esprit des gens, on peut dire oui, la plongée semble un peu dangereux parce qu'ils ont vu des films ou des reportages, des choses comme ça, où on présente la plongée à risque. Ce n'est pas le cas du tout. Ça, c'était dans les années 60. Aujourd'hui, on a des formations qui sont très sérieuses. Et quand on respecte toutes les règles qu'on nous définit dans la formation, tout se passe correctement. Il y a des règles à respecter. C'est comme pour la conduite automobile. Il y a des sens interdits, il y a des interdits de stationner. Dans la plongée, il y a des termes techniques. Ne pas plonger hors de la courbe de sécurité, respecter le nombre de plongées par palanquet. Ça, c'est des paramètres qui permettent de pratiquer notre activité dans un climat serein et sécurisant. La formation et l'équipement, des facteurs tout aussi importants pour assurer la sécurité des plongeurs. Mais pas que. Les moniteurs doivent aussi savoir évaluer les risques et être préventifs. C'est un aspect qu'on aborde à tout moment de la plongée, que ce soit avant, pendant et après. Et ce rassemblement nous permettra d'encore enrichir le savoir qu'on a déjà. Je fais de la plongée depuis 1967. J'ai formé plus de la moitié des moniteurs que vous voyez ici et la sécurité a toujours été au cœur des formations. 67. En 2024, le nombre d'incidents de plongée a considérablement augmenté, causant dans certains cas la mort des plongeurs. 50% des accidents graves sont liés à des problèmes de décompression. Aujourd'hui, Alger s'est transformé en véritable arène de champions avec le lancement de la Backyard Ultra. Imaginez un peu des coureurs intrépides qui s'élancent sur des boucles de 6,7 km et ce toutes les heures. C'est en fait comme un marathon, mais avec un petit twist, on ne s'arrête que lorsqu'il n'en reste qu'un. Un format qui exige non seulement une grande endurance physique, mais aussi une stratégie mentale. Une première en Algérie, cette compétition internationale se déroule depuis dans 63 autres pays au même moment, c'est incroyable. Notre journaliste Sarah Delbel était sur place et a capturé l'énergie de cet événement exceptionnel. Regardez. Endurance, persévérance et résistance mentale. Ce sont là les trois principes qualités dont ont fait montre ces 15 coureurs qui ont pris part à une course sans fin. Ils étaient tous animés et motivés par l'envie de repousser leurs limites. Ils se sont réunis sur la ligne de départ à 13h précise, prêts à relever ce challenge unique.
La backyard, c'est une course qui nous vient des États-Unis, c'est une course à élimination. C'est une course horaire à élimination qui consiste à faire chaque heure un départ sur une boucle de 6,7 km. C'est-à-dire chaque heure on a un départ, même si les coureurs font en 45 minutes, ils ont 15 minutes de repos avant de reprendre un autre départ jusqu'à épuisement. Pour le moment, toute l'équipe elle est fraîche, elle est excitée, ça se passe très très bien. On a l'avantage d'avoir une belle météo pour un coureur, un ultra-fondiste. Même s'il y a un peu de vent, c'est le seul inconvénient. Mais on verra bien sur la partie nocturne, c'est là où les choses sérieuses commencent. Au bout des premiers 6,7 km, un petit break de répit est observé pour permettre aux plus rapides de s'asseoir, de s'hydrater ou de grignoter. En attendant, le signal du deuxième départ. La première boucle, c'est toujours la plus facile, enfin pas vraiment encore. C'est la boucle où on recherche les sensations, on a toujours, c'est le réglage et on se cherche le rythme avec lequel on va pouvoir faire toute la course. Bon, je l'ai faite en à peu près 40 minutes. Maintenant, pendant ces 20 minutes, c'est un peu de repos, commencer à s'alimenter. Là, je suis assise, je bois. Bon, pour le moment, ça va, j'ai pas faim, j'ai mangé un peu avant de démarrer. Donc pour le moment, ça va. Après, au lieu d'être assise, peut-être que les boucles suivantes, je m'allongerai, je ne sais pas, on verra. Parce que c'est vraiment la découverte, c'est l'aventure, une belle aventure. Je suis vraiment contente d'être là. Une belle ambiance règne entre ces passionnés de course à pied qui savent que la clé de la réussite réside dans la gestion de leur énergie et de leur rythme. Lies, en fin connaisseur, maîtrise bien les règles du jeu et a choisi de gérer sa course en marchant. D'autres préfèrent rester actifs pendant cette petite pause. Ça fait quasiment 2 heures qu'on court et le repos est très important. Il faut penser à s'alimenter, mais surtout à boire parce qu'en fait il fait très chaud, on transpire, on perd de l'eau et en fait c'est très important de recharger les batteries. C'est 52 tours que j'ai réalisés sur la Chartreuse Backyard l'année dernière. Et 52 tours, ça équivaut à 52 heures et environ 350 km. Et pour cette année, vous comptez faire quoi ? Ça dépendra de mes collègues et de l'équipe d'Algérie. Pendant la pause, moi personnellement, il ne faut pas que je me relâche complètement. Il faut rester un petit peu actif, donc des étirements, il faut se relâcher un peu, il faut se ravitailler et puis voilà, être encore prêt pour reprendre le départ l'heure suivante. Voilà. Ces coureurs savent que chaque nouvelle boucle peut être la dernière. N'empêche qu'ils s'accrochent en repoussant l'inévitable. Au final, seul un coureur restera debout et deviendra le premier vainqueur de cette édition inaugurale de la Backyard Ultra en Algérie. On leur souhaite bien sûr bon courage. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite.